Parfait. Bon, attendez. OK. Bon, alors, les indicateurs bibliométriques sont utiles pour, disons, repérer rapidement des articles qui ont été très remarqués par les autres chercheurs. On les utilise aussi pour repérer des revues potentielles ou publiées. Puis, on peut aussi les utiliser pour vraiment dresser un portrait de la recherche d'un groupe de chercheurs, d'un chercheur en particulier. Allez voir c'est quoi votre profil de chercheur là, à la lumière de ces indicateurs. Le problème, c'est qu'il y a un mauvais usage assez répandu des indicateurs. Donc, des usages qui sont décriés par des scientomètres. C'est qu'au niveau de ce dont c'est l'objet de recherche que d'évaluer la recherche scientifique, bien, on voit qu'il y a un décalage entre les connaissances qu'il publie et les usages que le chercheur lambda ou les administrateurs de la recherche font des indicateurs. Et puis, on comprend que c'est compliqué pour un chercheur dont ce n'est pas le domaine disciplinaire. C'est compliqué de trouver le temps pour se faire une tête sur les indicateurs, pour comprendre comment les utiliser, comprendre aussi c'est quoi pour participer à la discussion quand lui-même est l'objet d'une évaluation où on lui présente des indicateurs le concernant. Donc, on va juste jeter les bases pour être à l'aise avec les indicateurs les plus courants dans le cadre de ce webinaire. Alors, donc, il y a eu des abus des scientomètres et des chercheurs. Il y en a qui ont vraiment eu des conséquences négatives dans leur parcours professionnel là, par rapport à ces mauvais usages. Donc, il y a vraiment eu une demande pour qu'on se dote de bonnes pratiques. Il y a eu une initiative mondiale, une déclaration, on l'appelle la déclaration de San Francisco, concernant l'évaluation de la recherche, là, que le mouvement a parti en 2012. Aujourd'hui, il y a plus de 19 000 individus ou organismes qui en sont signataires. C'est en 2019 que nos organismes canadiens de financement, ça inclut le FRQ, là, ont signé cette déclaration. Mais disons qu'à partir de ce mouvement-là, en 2012, il y a quand même eu un besoin de se doter. Oui, on veut des bonnes pratiques, mais c'est quoi? Il n'y avait pas de consensus. En 2014, il y a eu une conférence qui a réuni les principales parties prenantes. Et puis, ils ont convenu de 10 principes sur lesquels s'entendre. Donc, on ne va pas voir les 10. Là, moi, je vais vous en présenter 4 qui ont inspiré les contenus de ce webinaire. Donc, celui que je trouve le plus important, ce n'est pas le principe numéro 1 du manifeste de Leiden. C'est dans ce manifeste-là, la conférence avait lieu à Leiden, puis ils ont écrit donc un manifeste dans lequel les 10 principes sont déclinés. Donc, je ne parle pas du numéro 1, je parle de celui que je trouve le plus important, qui est de baser les évaluations des chercheurs sur un jugement qualitatif de leurs travaux. C'est vraiment un clin d'œil pour dire que si vous voulez évaluer la qualité d'un travail, la qualité d'un chercheur, vous n'avez pas le choix, il va falloir que vous alliez lire ces articles, ces documents. Donc, on ne peut pas rester avec juste des indicateurs quantitatifs. Il va toujours avoir une contribution qualitative pour vraiment évaluer la qualité d'une recherche. Mais donc, on va avoir besoin d'informations complémentaires. Puis bien, pour ça, on va aller voir selon le domaine d'expertise, domaine disciplinaire, l'expérience du chercheur, ses activités. Puis dans le fond aussi, de ces activités-là, il y a une certaine influence qu'un chercheur peut avoir dans la société ou dans sa communauté. Donc, tout ça, c'est pour mettre en perspective. Puis c'est l'idée de comprendre que, tu sais, c'est dire que vous utilisez un indicateur pour repérer un article lors de votre recension d'écrit, puis on peut utiliser les indicateurs pour dire « Hey, je vais lire ça en priorité ». Puis il y en a que vous allez peut-être écarter à jamais. Donc, les conséquences, bon, ça peut être dommage. Vous pouvez avoir écarté un très bon article, mais bon, ça, on peut gérer. Vous pouvez récupérer cette erreur-là. Mais même chose pour utiliser des indicateurs pour repérer une revue ou publier. Si vous fiez juste sur le facteur d'impact, bon, d'accord, vous pouvez le faire. Vous avez peut-être manqué votre cible, votre objectif de diffusion. Mais au moins, votre article est publié. Bon, vous voyez que ça, on peut s'en tirer. Mais les mauvais plis du fait qu'on utilise des indicateurs, des fois de façon un peu trop simpliste, bien, ça a autrement plus de conséquences négatives si on prend ces mauvais plis-là puis qu'on l'utilise pour, que vous êtes dans une posture d'évaluation d'un collègue. Donc là, ça peut avoir des impacts là, sur vous-même ou sur des chercheurs.
des vraies personnes. Donc, le principe suivant qui est important, c'est on a parlé que c'est important le domaine d'expertise, c'est de comprendre que les profils de citation vont vraiment varier selon les disciplines. On pense en particulier des communautés qui publient beaucoup dans des livres, au chapitre de livres, des rapports. Ceux-ci sont très mal représentés dans les profils de citation. Jean-Jacques va vous en parler plus spécifiquement dans les prochaines diapos. Un autre principe que j'ai divisé en deux parties. Là. Donc, la première portion, ça dit qu'il faut éviter les simplifications abusives. Donc, on ne prend pas juste un indicateur. T'sais. Une revue, on ne choisit pas une revue à cause du facteur d'impact. Ça, c'est insuffisant. Il y a plein d'autres aspects à considérer. Puis, d'autant plus qu'il y a plein d'indicateurs qui existent. Là. Donc, nous, on va vous en parler de quelques-uns. Mais bref, retenez jamais ne se limiter qu'à un seul indicateur. Puis l'autre portion de ce principe-là, c'est aussi d'éviter les fausses précisions. Par exemple, ici, j'ai un indicateur de classement des revues, le SJR, qui va jusqu'à 3 décimales. Là, ils sont triés en fonction de cet indicateur-là. Est-ce que je vais vraiment commencer à me dire « Ah, le Journal of Marketing Research, là, il est moins bon que le Journal of Consumer Research. » C'est tellement fin. Ici, on n'est pas face à une expérimentation avec un outil qui a été calibré avec une vraie précision à la décimale près. Il faut vraiment relativiser de ce côté-là. Finalement, le dernier principe que je veux mentionner, qui se trouve à être le principe numéro 1 du manifeste de Leiden, c'est que les indicateurs quantitatifs viennent en appui à l'évaluation qualitative d'un chercheur. Donc, pour la suite des choses, Jean-Jacques va vous présenter quelques indicateurs. Là, ici, je vais juste dresser le portrait global. Là, on a des indicateurs qui sont très fins, qui vont être au niveau de l'individu ou au niveau de l'article. On a d'autres indicateurs qui vont plutôt être agrégés, globaux, là, au niveau de la revue. Et puis, dans les indicateurs, on en a qui vont être comme intéressants pour ce qu'ils indiquent au niveau de l'immédiateté. Est-ce que, par exemple, un article a attiré l'attention des médias? On est vraiment dans le très court terme, alors qu'on a d'autres indicateurs qui vont plutôt s'enrichir ou être informatifs là, sur le long terme. Donc, nous, pour la suite des choses, on va se concentrer sur les indicateurs de la portion de gauche. Donc, je cède la parole à Jean-Jacques. Oui, merci Cynthia. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran. Donc, je vais vous présenter quelques indicateurs, les indicateurs que vous êtes le plus susceptible de rencontrer au cours de vos activités. Je vais commencer par celui qui a certainement le plus le plus connu, le facteur d'impact. Je précise que je vais parler du Journal Impact Factor de Clarivate. Je le mentionne parce que sur les sites, notamment des éditeurs prédateurs, on retrouve toutes sortes d'impact factors, de facteurs d'impact bricolés et ces éditeurs-là cherchent à ce que vous les confondiez avec le véritable Journal Impact Factor. Donc, soyez méfiants là, sur le site des revues quand vous voyez des facteurs d'impact qui portent un nom légèrement différent. Ça pourrait être, par exemple, World Impact Factor, International Impact Factor. Méfiez-vous, c'est souvent des faux indicateurs. Quand on oublie ou on ignore pourquoi et comment le facteur d'impact a été développé, on lui donne souvent une signification qu'il n'a pas. Donc, on extrapole sa signification. Je prends pour témoin cet extrait d'une discussion qu'on peut retrouver sur ResearchGate et qui établit une équivalence entre le facteur d'impact et la qualité d'une revue. Certains scientomètres jugent qu'il serait plus exact de dire que le facteur d'impact est un indicateur d'utilité, d'utilisation ou d'influence plutôt qu'un indicateur de qualité. Comme Cynthia l'a dit, il faut toujours associer à l'utilisation d'un indicateur une analyse qualitative pour véritablement évaluer la qualité d'une publication.
Facteur d'impact est utile pour établir des classements de revues dans une discipline donnée. Ça peut être un critère à considérer dans le choix d'une revue ou publiée, mais ça ne doit pas être le seul, comme Cynthia vous l'a bien mentionné. On pourra alors dire que les revues les mieux classées sont les plus influentes ou les plus utilisées de leur domaine, ce qui est plus fidèle à l'esprit du créateur du facteur d'impact, Eugene Garfield, qui l'a créé pour aider les bibliothèques à choisir les revues auxquelles elles devaient s'abonner. Ici, je vais vous mentionner, vous présenter la définition, en fait, de quelle façon le facteur d'impact est calculé. Donc, en quelques mots, le facteur d'impact est le rapport entre le nombre de citations reçues par une revue durant une année donnée, par exemple, prenons 2019, pour les documents qui ont été publiés au cours des 2 années précédentes, donc 2017 et 2018. Et ce nombre total de citations reçues, on le divise par le nombre de documents qui ont été publiés au cours des 2 années de mesure. Donc, on parle de la fenêtre de mesure du facteur d'impact. On notera qu'il existe une asymétrie entre le numérateur et le dénominateur du facteur d'impact, c'est-à-dire que ce ne sont pas tout à fait les mêmes documents qui se retrouvent compilés ou en tout cas dont on tient compte au numérateur et au dénominateur, ce qui ouvre une brèche pour les manipulations et qui peut compliquer la comparaison des facteurs d'impact entre eux. Il faut garder en tête d'ailleurs que le type et les types et la distribution des documents qui sont publiés par une revue peuvent influencer son facteur d'impact. Par exemple, si une revue publie beaucoup de lettres, elle pourrait voir son facteur d'impact augmenter puisqu'elles peuvent accroître le numérateur tout en n'apparaissant pas au dénominateur. Les articles de synthèse, là, les reviews en anglais, sont en moyenne plus cités que les autres types de documents. Donc, une revue qui publie une grande proportion de ce type de documents serait donc favorisée par rapport à celle qui n'en publie pas. La comparaison des facteurs d'impact de 2 revues ayant des contenus semblables en termes de type de document a donc plus de sens que celle de revues qui sont complètement différentes, donc qui publient proportionnellement des types de documents, une répartition de types de documents qui est différente. Le facteur d'impact prête également le flanc à quelques manipulations de la part d'éditeurs voulant mousser leur prestige autrement qu'en publiant des articles de qualité. Par exemple, comme les citations numérateurs incluent les autocitations, c'est-à-dire les citations reçues d'articles provenant de la même revue, il y a des éditeurs de revues qui pourraient être tentés de mettre une pression sur les auteurs qui veulent publier dans leur revue pour les inciter à citer plus d'articles qui proviennent de leur revue, donc de façon à augmenter le nombre de citations reçues. Donc là, on parle vraiment de revues qui s'autocitent. Une autre, on a vu aussi des espèces de cartels de citations qui s'établissaient entre éditeurs ou entre revues différentes. Donc, il y avait des ententes entre certaines revues qui s'établissaient où une revue s'engageait à surciter les articles d'une autre revue en échange du même service. Donc, on voit que le facteur d'impact, il faut quand même faire attention. C'est un indicateur qui peut être sensible à la manipulation. Une autre caractéristique du facteur d'impact, c'est qu'il faut se rappeler que le facteur d'impact est donc le nombre moyen de citations reçues par les documents publiés par une revue. Or, la distribution de ces citations-là autour de leur moyenne est typiquement fortement asymétrique, comme le montre la courbe que vous avez devant les yeux. Dans ce cas, la moyenne est un très mauvais indicateur pour exprimer la tendance centrale. À titre d'exemple, 89% des articles qui ont été publiés, 89% du facteur d'impact de 2004 de Nature provenait de citations reçues par seulement 25% de ces articles. Donc, on voit ici que dans la courbe, la queue de la courbe est beaucoup plus longue. Il y a beaucoup plus d'articles qui se trouvent dans la queue de la courbe que dans la portion qui est élevée, qui reçoit beaucoup de citations.
Le facteur d'impact d'une revue est donc un très mauvais prédicteur du nombre de citations que recevront ces articles individuellement, puisqu'il est déterminé par une minorité de documents. La majorité des documents sont donc peu ou pas cités, même si le facteur d'impact de la revue est élevé. C'est aussi pourquoi il est erroné d'attribuer un facteur d'impact à un auteur et non à une revue. Donc, un facteur d'impact à un auteur à partir des facteurs d'impact des revues dans lesquelles il a publié, puisque, comme je viens de le dire, la corrélation entre les facteurs d'impact des revues et le nombre réel des citations reçues par un auteur est nulle ou très faible. Une autre caractéristique du facteur d'impact, c'est qu'il dépend de la couverture de la base de données à partir de laquelle il est calculé. Donc, c'est-à-dire à partir de l'ensemble des citations que la base de données contient. Dans cet exemple, on a un réseau de revues qui se citent entre elles. Si la revue B, qui est en le point orange ici, n'est pas indexée par la base de données, ces citations vers la revue en rouge ne seront pas compilées par la base de données et par le calcul du facteur d'impact, et les facteurs d'impact de ces revues seront donc sous-estimés. C'est pourquoi, en pratique, pour un exemple qui nous touche un petit peu plus étroitement, une revue francophone très citée par des revues francophones, aussi bonne soit-elle, donc aussi bonne qualité soit-elle, risque de voir son facteur d'impact très sous-estimé par une base comme Scopus, dont la couverture francophone est incomplète. C'est une des raisons pour lesquelles Vincent Larivière, qui dirige Érudit, veut développer une base de données de citation pour les publications francophones du Québec. Une autre caractéristique des courbes que suivent les citations, c'est que le profil de la courbe des citations varie selon la catégorie disciplinaire de la revue. Et ici, on a deux exemples pour les mathématiques et pour la biochimie et la biologie moléculaire. On voit que les profils sont différents. Ils atteignent leur maximum après un délai différent. Donc, biochimie après 2 ans environ, alors que mathématiques atteint son maximum après 5 ans de publication. C'est pourquoi le facteur d'impact moyen des revues en biochimie est supérieur à celui des revues en mathématiques parce que son maximum tombe précisément dans la fenêtre de mesure du facteur d'impact qui est, je le rappelle, de 2 ans. On voit aussi que le facteur d'impact, la valeur du facteur d'impact n'est pas représentative de la durée durant laquelle les articles sont cités. On voit que le nombre de citations reçues en mathématiques se prolonge beaucoup plus longtemps dans le temps, persiste beaucoup plus longtemps que dans un domaine comme la biochimie où il y a une espèce de turnover des citations qui est beaucoup plus rapide. Il est donc nécessaire de pondérer les facteurs d'impact avant de pouvoir les comparer avant de pouvoir comparer des revues qui proviennent de disciplines différentes. Ici, j'ai un graphique qui illustre la dynamique des citations par discipline. Donc, vraiment pour démontrer que les pratiques de citation sont quand même différentes d'une discipline à l'autre. Ça, je l'ai tiré du site de Scimago, journalranking.com. Je vais parler de cet indicateur-là un petit peu plus tard. Je vais vous montrer. Vous pouvez y aller. C'est un site qui est en accès gratuit. Attendez, excusez-moi. Donc, ici, vous pouvez choisir, par exemple, le pays des revues qui sont analysées, les années de citation. Vous pouvez choisir vos axes XY ainsi qu'une troisième dimension qui est la grosseur des bulles. Donc, ici, j'ai choisi en Y le nombre de citations reçues, le nombre de citations moyen reçues par document, en X, le pourcentage de documents cités, et la grosseur des bulles représente le nombre de publiés au cours des années 2019-2020, oui, dans les revues américaines. Donc, on voit on voit clairement que les pratiques de citation pour ces 3 critères, ces 3 variables sont différents pour chacune de ces disciplines. Et
à l'intérieur d'une discipline. Si je prends par exemple médecine, je clique sur le point, on a un autre graphique en dessous où on peut voir qu'à l'intérieur même d'une discipline, il y a encore des différences qui peuvent être observées. Moins grandes, évidemment, mais quand même présentes. Donc, tout ça pour vous dire que lorsque vous voulez, par exemple, identifier les revues les plus citées dans votre discipline, qui ont les facteurs d'impact les plus élevés, il est toujours préférable de prendre la catégorie qui est la plus fidèle, la plus proche de votre discipline, de façon à justement minimiser les différences qui peuvent être observées entre les disciplines et qui pourraient venir biaiser le classement des revues que vous voulez évaluer. Je vais revenir à ma présentation. Donc, je vais vous parler maintenant d'un deuxième indicateur, le SIDE-Score, et de la corrélation qu'il présente entre le facteur d'impact avec le facteur d'impact. Ce sont deux indicateurs qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont quand même certaines différences. Le facteur d'impact dont je vous ai parlé est calculé à partir des données de la base de données Web of Science. Il est calculé sur 2 ans. Il existe aussi un facteur d'impact 5 ans, mais on en entend moins parler. Je vous ai parlé des types de documents qui étaient considérés, qui étaient pris en compte par le numérateur et le dénominateur. Il y a 3 différences avec le SIDE-Score. Le SIDE-Score, lui, est basé sur les données de Scopus. Il est calculé sur une période de 3 ans, ce qui lui permet de tenir compte, de couvrir le pic de citation d'un petit peu plus de discipline que le facteur d'impact. Au numérateur, il tient compte de tous les types de documents, comme le facteur d'impact. Par contre, au dénominateur, il tient compte exactement des mêmes types de documents, ce qui le rend un petit peu plus robuste, un petit peu plus résistant aux manipulations dont je vous ai parlé précédemment. Pour le reste, c'est sensiblement la même chose. Les autocitations sont prises en compte par les deux indicateurs et ils ne sont pas pondérés, donc ils ne sont pas indépendants de la discipline dans laquelle on les calcule. Voici une comparaison des SIDE-Scores de revues de diverses disciplines. Donc ici, on voit qu'il y a une très forte corrélation entre le SIDE-Score et le facteur d'impact. C'est des calculs qui ont été faits par un de nos anciens collègues, Jean Rancourt. Donc ici, le calcul a été fait pour 389 revues en gestion. Et on va voir que d'une discipline à l'autre, la corrélation reste toujours très forte. Donc ici, en mathématiques, en informatique, en psychologie, en sciences biologiques, en sociologie. Ici, on tombe à forte corrélation, mais on a moins de revues qui ont été intégrées dans le calcul. Et ici, quand on prend toutes les revues précédemment, de toutes les disciplines que je vous ai présentées, bien, on obtient une très forte corrélation. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que la corrélation est forte. C'est plus ou moins étonnant parce qu'ils sont calculés pratiquement de la même façon. Mais en pratique, vous arriverez aux mêmes conclusions que vous utilisiez le facteur d'impact ou le SIDE-Score. Donc, notez qu'à l'UQAM, nous sommes abonnés à Scopus. Cynthia va vous montrer un petit peu plus tard comment trouver les SIDE-Scores des revues indexées dans cette base. Maintenant, je voudrais vous parler rapidement du SCImago Journal Rank, le SJR, donc qui est un indicateur de prestige des revues. C'est un indicateur, lui, qui est calculé différemment. Donc, il est inspiré du calcul, il est calculé sensiblement de la même façon que le PageRank de Google, donc l'algorithme qui permet à Google de classer les sites web, donc, et d'établir une liste de résultats triés par prestige, si je peux dire. Les citations n'ont pas toutes ici le même poids, donc le même prestige. Autrement dit, il est plus prestigieux d'être cité par une revue influente que par une revue qui est plus marginale. Les revues transmettent une partie de leur capital de prestige à d'autres revues en les citant. Donc, plus une revue est citée,
plus elle accumule du prestige. Pour simplifier, le SJR étant basé sur le modèle de parcours aléatoire dans le réseau de citations, c'est-à-dire le modèle PageRank, une revue qui aurait un SJR de 2 signifie qu'un lecteur passerait 2 de son temps à lire celle-ci s'il passait d'un document à un autre en choisissant à chaque fois au hasard une référence dans leur bibliographie. Dans le classement SciMago, les SJR varient de 0 à 88, mais on pourrait dire qu'en majorité, ça varie de 0 à 10 si on nommait les 68 premiers titres de revues qui sont dans la liste des 31 000 titres qui sont sur le site de scimagojr.com. Ici, je vous présente la formule simplement pour vous montrer que le calcul du SJR est beaucoup plus complexe que celui du facteur d'impact ou du CiteScore. Sa validation l'est donc tout autant. Je vous présente donc la formule simplement pour vous montrer que vous ne pourrez pas calculer vous-même le SJR d'une revue puisqu'elle dépend des caractéristiques du réseau entier de citations recensées dans la base de données qui peut en contenir des dizaines, des centaines de millions. Retenez simplement que le prestige est formé de 3 composantes dans cette formule et dans ce calcul. Un prestige minimum de départ, donc qui permet de lancer le calcul itératif, un prestige lié à la quantité de documents publiés dans la revue et un prestige apporté par les citations reçues, donc qui dépend de leur nombre, de leur importance, c'est-à-dire de leur prestige, et de leur proximité thématique. Donc, autrement dit, une revue acquiert plus de prestige à être citée par une revue de sa discipline parce qu'on peut assumer qu'elle porte un regard plus éclairé sur ce qu'elle publie. Oh, pardon. Maintenant, passons à l'indice H. Donc, ça aussi, c'est probablement un indicateur dont vous avez entendu parler. Là. Je dirais qu'avec le facteur d'impact, c'est probablement l'indice H, l'indicateur le plus répandu là, en bibliométrie, dont on entend parler le plus souvent. Cet indice combine dans un nombre unique la productivité et le nombre de citations reçues. Il correspond au nombre minimal de documents H ayant reçu au moins H citations. Les autocitations sont incluses, comme pour le facteur d'impact, mais Scopus et Google Scholar, dans lesquels on retrouve cet indice, cet indicateur, permettent de ne pas en tenir compte, donc d'avoir une version avec autocitation et une version sans autocitation. Comme on utilise le nombre brut de citations, la discipline influence la valeur du H, qui sera en général plus élevé dans une discipline qui publie un grand nombre de publications et qui cite beaucoup. Par contre, il peut être sous-estimé si les travaux du chercheur ne sont pas publiés dans des sources indexées par la base de données. C'est encore, je dirais, un peu comme pour le facteur d'impact. Donc, si un auteur publie, par exemple, beaucoup dans les livres et écrit beaucoup de chapitres de livres ou qui publie dans une langue autre que l'anglais, comme le français, par exemple, ben, son facteur d'impact pourrait être sous-estimé. L'indice H présente quelques faiblesses, quelques défauts. Il combine dans un nombre unique, et je souligne unique, la productivité et le nombre de citations reçues par document. Il y a lieu de se questionner comment un nombre unique peut représenter deux aspects si différents de la production d'un chercheur. Une autre faiblesse, c'est que ce calcul désavantage les jeunes chercheurs, car il est limité par le nombre de publications, comme on va le voir sur la diapo suivante. Ce nombre a peu de sens si on ne regarde pas le profil complet des publications, car il est peu discriminant. Un même H peut cacher des profils de publication très différents, et ça, je vais vous le montrer à la diapo suivante. Il peut continuer d'augmenter, même si le chercheur cesse complètement de publier. Dans ce cas, l'augmentation n'est pas due au travail du chercheur, mais bien au travail du temps. Et on l'a dit, il peut être sous-estimé si la couverture de la base de données à partir de laquelle il est calculé est incomplète. Donc, voici mon exemple. Donc, si vous voulez calculer un indice H, ça aussi, c'est un indice, un indicateur que vous pouvez calculer vous-même, en autant que vous regroupez. Le gros du travail, ça va être de regrouper les citations, toutes les citations que le chercheur, que la chercheuse aura reçues. Donc, pour le calculer soi-même, il suffit de trier les publications en ordre décroissant de citations reçues. Donc, ici, l'article 5
n'a pas été cité au moins 5 fois. Donc, le H du chercheur 1 et du chercheur 2 serait de 4. Donc, on voit que pour un même indice H, on discrimine mal deux chercheurs qui ont deux profils de publication très différents. Premièrement, les deux chercheurs ont publié un nombre différent d'articles. Le chercheur 1, plus avancé dans sa carrière, en a publié 40. Le chercheur 2, qui est plus jeune, a 4 articles à son actif. Pardon. Deuxièmement, les articles du chercheur 2 sont beaucoup plus cités que ceux du premier. Pourtant, ces deux chercheurs ont le même indice H de 4, alors que leur productivité et le niveau de citation reçu par la publication est très différent. Donc, je vous rappelle un des principes fondamentaux. L'utilisation d'un indicateur doit être vraiment contextualisée et s'accompagner d'une évaluation qualitative. Le nombre seul ne veut rien dire. Ici, on a un tableau récapitulatif donc, qui reprend bon nombre des informations que je vous ai déjà partagées. C'est un tableau qui est tiré de notre guide de bibliométrie indicateur de performance des revues que vous trouverez sur le site des bibliothèques et sous une forme un petit peu plus complète. J'en profite pour parler brièvement de deux autres indicateurs qui proviennent de Google Scholar et que vous retrouvez dans la dernière colonne, l'indice H5 et la médiane H5, qui permet de classer des revues. Donc, là, vous remarquerez qu'ici, l'indice H5, qui est inspiré là, de l'indice H, Google Scholar l'applique au classement de revues et non au classement de chercheurs. Donc, vous pouvez les trouver dans Google Scholar. Et c'est donc l'indice H5, la différence avec l'indice H dont je vous ai parlé précédemment, c'est qu'il est défini comme étant le nombre d'articles H contenus dans une revue donnée qui ont obtenu au moins H citations durant les 5 dernières années. Donc là, ce n'est pas un calcul rétrospectif sur toutes les archives de la revue, c'est sur les 5 dernières années de publication. Par exemple, un indice H5 de 116 qui aurait été calculé en 2017 pour une revue signifie que celle-ci a publié au moins 116 articles qui ont été cités au moins 116 fois entre 2012 et 2016. La médiane H5, elle, est déterminée en considérant les articles inclus dans l'indice H5 et en calculant le nombre médian de citations que ces articles ont reçus. Une mise en garde, par contre, pour ces deux indicateurs, la piètre qualité des données retrouvées dans Google Scholar vient entacher grandement l'utilisation de ces indicateurs. Donc, il faut vraiment les prendre avec du recul. Il ne faut pas prendre ça pour parole d'évangile. De plus, on ne retrouve aucune donnée historique. Seules les valeurs pour l'année en cours sont présentées dans Google Scholar. Pour terminer, je vous ai mis quelques sites où vous pouvez trouver les indicateurs dont je vous ai parlé et même certains indicateurs supplémentaires, comme par exemple le SNP, là, dont je ne vous ai pas parlé. Donc, évidemment, dans Scopus, base à laquelle on est abonné, et sur deux sites gratuits, journalindicators.com et le scimagogr.com. Je laisse maintenant la parole à Cynthia qui va vous faire une petite démo de l'utilisation de Scopus pour trouver les indicateurs bibliométriques. À toi, Cynthia. Oh, ton micro est fermé. Oui, OK, je vais partager mon écran. OK. Alors, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Alors, je suis allée dans la base de données Scopus. Je vais voir combien de temps j'ai. OK. J'ai déjà lancé une requête. Là. Imaginez que vous avez lancé une requête optimisée là, qui fait vraiment votre affaire. Vous avez un ensemble de résultats. Déjà, vous pouvez obtenir une analyse de l'ensemble des résultats en cliquant sur Analyze Search Results. Et là, vous allez avoir différents axes d'analyse du corpus que vous avez repéré. Donc, par exemple, le nombre de documents par année, ça peut vous donner un peu l'évolution historique là, en termes de programmes de recherche autour du sujet de recherche qui vous intéresse.
Moi, ce que je trouve intéressant, bon, évidemment, il y a plein d'autres indicateurs. Ici, c'est plus pour vous donner des pistes d'exploration. Moi, je vais juste vous montrer comment les documents sont répartis selon les revues. Si j'agrandis, je trouve qu'avec cette forme d'analyse, ça pourrait si vous cherchez sur ce sujet-là, c'est que vous avez l'intention de publier éventuellement sur ce sujet-là. Donc, ça pourrait vous aider à repérer des revues potentielles qu'on peut voir, mettons, au cours du temps. Mettons la revue bleue ici, là, on voit que, ah, tiens, c'est toujours progressif, elle s'intéresse à ce thème-là, par exemple. Vous pourriez évidemment sélectionner n'importe quelle revue dans laquelle les résultats avaient été publiés. Puis par la suite, là, vous pourriez même aller comparer les revues plus en détail en fonction de leurs indicateurs bibliométriques. Donc, là, je ne ferai pas. Le but ici, ce n'est pas de faire de l'analyse, c'est vraiment procédural, de vous indiquer où sont les sources d'informations. Donc, déjà, à ce niveau-là, vous avez accès à plusieurs indicateurs en lien avec votre corpus de résultats. Je vais retourner aux résultats. Là, je n'ai pas beaucoup de résultats, 425. Là, honnêtement, ça peut s'éplucher. On s'installe un après-midi avec du chocolat. Mais parfois, on a vraiment un nombre de résultats qui est au-delà de ce qu'on peut vraiment analyser. Donc, à ce moment-là, moi, je vais analyser ce qui est très récent. Je vais après faire un tri par les documents qui ont reçu le plus de citations. Et là, ça me permet de repérer rapidement qu'est-ce qui a été très remarqué dans la communauté, là, de sorte que les très anciens documents, je sais que je ne pourrais pas tout analyser, mais au moins les très anciens qui auront été remarqués, je pourrais les repérer beaucoup plus rapidement de cette façon. Donc, une autre façon d'utiliser un indicateur, le nombre de citations reçues. Donc, je n'irai pas voir qu'est-ce que je trouve comme document. Je veux vous montrer que si je clique sur un document en particulier, je vais accéder donc à sa notice détaillée. Et là, j'aurai accès aux indicateurs que Scopus nous fournit au niveau de l'article. Bon, là, ici, je vais peut-être attendre qu'il finisse de rafraîchir, là. Donc, ça va être dans le panneau situé à droite, là, en grisé. J'ai un ensemble d'indicateurs. Donc, un qui est très intéressant, qu'on n'a pas parlé, mais qui est basé finalement sur encore des citations et tout. Bon, donc, c'est le Field Weighted Citation Impact. Lui, il est intéressant parce que ce n'est pas une valeur absolue. Il est relativisé en fonction du domaine disciplinaire et des documents similaires. Donc, ce que ça veut dire, là, dès que la valeur est supérieure à 1, ça indique que pour des documents semblables, bien, ce document est plus cité que les autres. Donc ici, mon document est vraiment beaucoup, beaucoup plus cité que ce à quoi on pourrait s'attendre par rapport à d'autres documents. Donc, c'est un indicateur très intéressant à considérer. On a des indicateurs alternatifs ici avec le Plumix Matrix. Là. Si je clique sur la petite flèche, là, ben, je vais pouvoir aller voir il y a combien d'usagers qui ont lu le résumé. Donc, ça aussi, ça nous montre à quel point les gens l'ont trouvé assez intéressant pour même aller lire le résumé, ou même, on a ici c'est un peu raccourci, là, mais ce sont des utilisateurs Mendeley. Il y en a quand même 250 qui l'ont trouvé suffisamment intéressante pour le télécharger et le garder dans leur logiciel de gestion bibliométrique. Enfin, il y a d'autres, le nombre de tweets. Si vous cliquez sur plus de détails, là, vous allez vraiment avoir l'ensemble des indicateurs attribués au niveau fin là, du document lui-même. Si je clique sur le nom de la revue, là, vous allez avoir accès à des indicateurs au niveau de la revue. Excusez, je vais juste diminuer ma fenêtre. Là. Je ne veux pas... Je dois déplacer ma barre un instant. OK. Donc, au niveau de la revue, dans lequel mon document a été publié. Là, je vais voir c'est quoi son site score, étant donné que nous, à l'UQAM, on n'est pas capable de fournir le facteur d'impact, mais comme ils sont fortement corrélés, c'est tout à fait pratique d'utiliser le site score.
Bon, il y en a d'autres ici au niveau de la revue. Ce que je veux vous signaler d'autre qui est intéressant, c'est que chaque revue va être catégorisée selon ses domaines disciplinaires. Ici, j'en ai juste un, mais il pourrait y avoir 3 catégories associées à une revue. Puis vous pouvez voir comment se positionne la revue en termes de percentile. Donc ici, on peut voir que c'est une revue qui est, on pourrait dire, populaire là, pour ce domaine disciplinaire. Si jamais vous vous dites, OK, oui, mais moi, je sais déjà quelle revue j'aimerais voir les indicateurs. Quand vous êtes dans Scopus, sur la page d'accueil de Scopus, en tout temps, vous avez accès aux rubriques qui sont ici. Vous n'avez qu'à cliquer sur la rubrique Sources et vous allez pouvoir chercher en fonction du titre de la revue ou de son ISSN et pouvoir accéder comme ça à la fiche détaillant les divers indicateurs et caractéristiques de la revue qui vous intéresse. Si je reviens sur mon document, je pourrais décider que je m'intéresse à ces auteurs. Donc, si je clique sur l'auteur, je vais accéder à sa fiche, son profil auteur dans Scopus. Et là encore, je vais avoir accès à différentes informations pertinentes relativement à cet auteur, dont le H-index dont Jean-Jacques vous a parlé il y a quelques minutes. Vous pourriez voir dans quel domaine, les sujets plutôt de recherche, le chercheur en question a tendance à publier. Donc, encore une page à découvrir, mais au moins vous avez la mécanique de comment aller obtenir ces divers indicateurs. Il est 43. Je vais quand même faire une petite démo dans Google Scholar, puis après, on ira aux questions. À moins que Jean-Jacques, que tu me dises qu'il y a trop de questions dans le chat, là, je vais limiter la démonstration. Non, je n'en ai pas ajouté. OK. Donc, dans Google Scholar, si je fais une recherche, là, on pourrait imaginer que j'ai bien encore fait une recherche qui est optimale pour moi. Là, je pourrais aller chercher les indices H des auteurs seulement s'ils se sont créés un profil Google Scholar. Donc, si je clique sur cet auteur, je vois que le lien est cliquable. Bien, là, je vais pouvoir voir c'est quoi la valeur de son indice H. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, s'il y en a qui s'intéressaient aussi au webinaire pour pouvoir faire des petites analyses bibliométriques là, à des fins personnelles, moi, récemment, j'ai commencé j'ai découvert une application qui s'appelle Data Miner qui permet de faire de l'extraction de données web. Parce que Google Scholar, ce n'est pas du tout comme Scopus. Là. Scopus nous fournit plein de graphiques, donc il nous marche beaucoup d'analyses. À Google Scholar, on peut extraire, on peut envoyer des références dans un logiciel de gestion bibliographique, mais les citations ne vont pas suivre. Donc, c'est beaucoup de traitement manuel avec Google Scholar. Mais si on fait une extraction de données web, déjà, au moins, on pourrait se faire des petites analyses avec un peu moins de sueur. Donc, l'application que j'ai utilisée, c'est Data Miner, une extension qui roule sur Chrome. Je pense que j'ai copié l'URL. Non, je ne l'ai pas. Je vais aller vous chercher l'URL. Vous pourrez comme ça aller découvrir vous-même l'application. Moi, en une demi-heure, j'ai pu me bâtir des scripts d'extraction assez facilement. Donc, par exemple, si je suis sur cette page-là, une fois que l'extension est installée, c'est cette icône-ci. Il suffit de cliquer sur l'application. Je vais dégager ma vue. Okay. Oups. Et puis, on clique sur le Scrap This Page. Puis là, on a le choix soit de se créer une nouvelle recette ou de dire je vais aller chercher des scripts existants. Donc, je vais faire page scrap, puis je vais aller faire une recherche, par exemple. Est-ce que j'ai des scripts qui ont rapport à Google Scholar? Puis là, je vois que le premier il va me permettre d'extraire titre, auteur et citation. C'est sûr qu'il faut les tester. Il y a des scripts là-dedans qui ne fonctionnent pas du tout. C'est des usagers qui peuvent rendre public des scripts qui ne sont pas nécessairement performants. Mais déjà, j'ai trouvé ça intéressant
à vue d'œil, on voit qu'effectivement, le script fonctionne, puis je serais capable d'aller extraire comme ça les informations de citation. Puis, par exemple, moi, j'étais allée sur la page auteur, puis juste toujours en utilisant l'application, là, je me suis enregistré une recette de script que j'ai pu faire pour pouvoir aller chercher les données, titre, citation, année. Puis, donc, c'est sûr qu'il faudrait encore améliorer, mais c'est pour dire que c'est déjà fonctionnel sans que j'aie eu à coder. Donc, c'est quand même utile. Vous voyez, il fonctionne. Je suis capable d'aller chercher le titre, les citations, l'année. Donc, puis ça, je l'ai fait vraiment juste en butinant à droite à gauche, là, une demi-heure, le temps de comprendre comment le logiciel fonctionne. Donc, je vais arrêter la démo ici. On va revenir au PowerPoint, conclure la présentation. Oups, excusez. Non, c'est pas ce que je voulais. Attendez. Facteur d'impact. Ce ne sera pas long, excusez-moi. Alors, pour conclure, là, il y a quelques pratiques que quand vous allez publier dans des revues, vous pouvez tranquillement encourager les éditeurs, les responsables de vos revues à assurer qu'ils adoptent aussi des bonnes pratiques qui viennent soutenir les exercices d'évaluation de la recherche. Donc, déjà, il y a des revues qui vont de plus en plus préciser chaque contribution d'auteur dans un article. Ça aussi, ça peut être une façon de vraiment valoriser, parce que des fois, on le sait, hein, et ça peut être, il y a un auteur qui est présent, mais il a moins contribué, mais c'est jamais mentionné. Donc, déjà, ça peut être une façon d'aider au niveau de l'évaluation de la recherche. Il y a d'autres pratiques au niveau de la bibliographie. Demandez donc à vos responsables de revues de rendre disponible au moins la bibliographie en libre accès. Ça va pouvoir faciliter la liaison des données de citation, de faire en sorte que les indicateurs de citation reflètent le plus adéquatement possible la réalité. Aujourd'hui, sur le web, il n'y a plus tellement de raisons d'exiger que la bibliographie soit courte. Là. Des fois, il y a des éditeurs qui vont demander de restreindre la bibliographie. Donc, si c'est le cas, encouragez-les à lever les contraintes sur les longueurs bibliographiques. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir valoriser l'ensemble des travaux qui ont vraiment alimenté votre analyse là, que vous soumettez en publication. Puis le dernier petit point que j'aimerais soulever, ce serait de peut-être encourager pour vous-même, quand vous écrivez des articles avec vos co-auteurs, assurez-vous de citer vraiment les articles originaux et non pas de citer des articles qui sont de type recension. Parfois, on mentionne un résultat, puis on a lu une recension d'écrit, puis finalement, la recension d'écrit rapporte le résultat, mais ce ne sont pas eux qui sont les premiers à l'avoir produit. Donc, on se trouve, en citant la recension d'écrit, on se trouve à enlever des citations aux auteurs originaux. Donc, assurez-vous, vous, d'adopter cette pratique. Puis, normalement, il y a des revues qui vont exiger cette pratique. Mais donc, encourageons-nous mutuellement à adopter de bonnes pratiques pour soutenir une meilleure évaluation de la recherche. Bon, alors, s'il y a des questions, on va passer aux périodes de questions. Sinon, s'il y en a qui veulent le PowerPoint et qu'ils n'étaient pas là au début, on peut le fournir à nouveau dans le chat. En fait, tout est ouvert. Oui, donc je vais remettre le chat, le PowerPoint dans le chat. Ah, merci Jean-Jacques. Alors, si vous avez des commentaires à faire, questions, on est là, c'est comme vous voulez, on est disponible. Oui.
Bon, il y a plusieurs participants qui quittent et semblent l'avoir apprécié, donc j'espère que c'est partagé par l'ensemble. D'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement.